Oui, bonjour à tous. Hervé Ribaud, donc directeur technique de l'activité micro-nano-électronique aminalogique. Et aujourd'hui, donc, on est réunis pour vous présenter trois dispositifs, trois appels à projets, dont la date de dépôt est au 31 mars. Donc, il nous a semblé utile de faire le rappel sur le cahier des charges de ces dispositifs. Et on souhaitait commencer par le dispositif R&D Booster, mais Laurent Malnoët, qui nous fait l'amitié de présenter le dispositif, est un peu en retard. Donc on va commencer en fait par les deux autres dispositifs prévus pour aujourd'hui, qui sont le PIA Innovation et donc le PIA Accompagnement et Transformation des filières, qu'on appelle le PIA Filière souvent. Excusez-moi. C'est bon, je le fais. Voilà. Voilà, donc j'aime bien commencer par ce tableau qui vous rappelle un petit peu tous les dispositifs que Minalogic peut vous aider à utiliser pour financer votre R&D, donc projets régionaux, nationaux et bien sûr européens. Donc vous voyez en noir les deux dispositifs dont nous allons parler aujourd'hui, le PIA Régionalisé Innovation, donc qui est un projet individuel, et un projet collaboratif qui s'appelle donc le PIA Filière. Voilà, donc on embraye sur le PIA Innovation. Alors voilà, sur un seul slide, une sorte d'aide-mémoire que vous pourrez réutiliser ensuite. L'intérêt de cette fiche, c'est qu'elle vous rappelle en un seul slide un petit peu toutes les caractéristiques de l'appel à projet PIA Innovation. Donc la date de dépôt est rappelée, l'assiette du projet entre 200 000 euros et 1 million d'euros. La durée du projet, alors là c'est un petit peu spécifique, c'est 12 mois pour une première phase dite de faisabilité, donc c'est un projet relativement concentré et court, et ensuite une phase qu'on appelle plus de développement expérimental de 24 à 36 mois. Comme je vous l'ai dit en introduction, il faut vous rappeler que c'est un projet individuel et un projet destiné aux entreprises. Donc déjà, pas de laboratoire, si je peux dire, dans ce dispositif. Et on reviendra évidemment plus en détail sur la façon d'utiliser ce dispositif. Bon, l'aide, elle est au maximum en fait de 50% à destination des PME et également les ETI, et vous comprendrez pourquoi les ETI, c'est sous dérogation, puisque la cible prioritaire, c'est effectivement les PME. Alors, la faisabilité. Donc, la faisabilité, c'est un programme de développement, mais relativement bas TRL, donc relativement amont. Donc, l'aide est sous forme de subvention. La phase de développement, elle est sous forme d'avance récupérable ou avance remboursable. Donc là, on est très près de la philosophie de BPI, qui est toujours un peu la même, c'est-à-dire que vos projets amont sont subventionnés, et plus vous vous rapprochez de la commercialisation et des produits et de la vente de produits, plus vous passez en fait en avance récupérable. Donc de ce point de vue, la logique de cet appel PIA Innovation est tout à fait en ligne avec la logique globale des aides publiques. Alors voilà, donc cet appel, il est individuel et il va aider une PME à financer ses propres équipes de R&D. Alors dans quel cas est-ce que vous allez utiliser ce dispositif ? Eh bien, imaginez par exemple que vous ayez fait un projet EasyTech. Donc, un projet EasyTech, je profite pour reparler de EasyTech, qui est cher au cœur de Minalogic. Donc, par EasyTech, vous aurez transféré une technologie d'un laboratoire vers votre PME. Et donc, cette technologie est a priori assez disruptive puisque vous êtes passé par un académique. Mais EasyTech n'a financé à 50% que le laboratoire. Une fois que cette technologie aura été transférée chez vous, vous pouvez très bien avoir le besoin d'enraciner cette technologie en interne, c'est-à-dire de veiller à ce qu'elle puisse vivre et que vous puissiez vous organiser en interne pour, j'allais dire, faire pousser la petite graine qui vient du laboratoire, mais que vous devez faire fleurir dans vos murs, dans votre PME. Et c'est là que le dispositif individuel PIA Transformation des PME est utile, puisque là, inversement, vous n'allez plus financer du tout le laboratoire, mais vous allez financer vos équipes internes pour enraciner cette nouvelle technologie,
cette nouvelle technologie, dans votre entreprise. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit. Alors le terme transformation est également très important et c'est pour ça que j'ai lié à EasyTech. C'est parce que faut pas penser que vous allez faire de l'incrémental dans ce projet-là. Il va falloir que la petite graine qui vient soit d'un laboratoire, soit d'une de vos équipes internes, mais particulièrement disruptive, vous la fassiez prospérer, vous la développiez dans le cadre du PIA Innovation. Voilà. Alors, sont exclus comme toujours de ce genre de dispositifs les entreprises en difficulté au sens de l'Union européenne. Donc ça, il y a beaucoup de littérature là-dessus. On pourrait revenir dans vos questions, mais voilà, je préfère que on en parle ultérieurement. Alors, oui, j'ai un peu extrait de l'appel à projet les termes qui me semblent importants pour comprendre l'esprit de l'appel à projet. Donc l'appel à projet régionalisé, donc là on parle bien d'une aide de la région, va cibler les projets innovants les plus ambitieux. Donc, vous comprenez bien que votre projet, encore une fois, ne doit pas être incrémental, mais vraiment est une rupture pour l'entreprise. Et surtout, la personne qui a écrit le cahier des charges de l'appel nous dit les projets prometteurs offrant une vision de marché claire et porteuse. Et là encore, quand vous verrez le template du dossier à remplir, vous verrez que presque tout parle marché, client. En fait, c'est un peu surprenant parce qu'il y a finalement très peu de lignes sur l'innovation technique et presque tout est sur la vision de marché. Donc, je vous engage, si vous candidatez à cet appel, à presque commencer par là, c'est-à-dire quel marché je vais aborder, dans quelles conditions et comment. Et ensuite, la plupart d'entre nous, on est des ingénieurs, voire des chercheurs, donc on saura toujours écrire la partie technique. Mais voilà, rappelez-vous ça, il vous faut quelqu'un qui soit capable de vous donner une vision marché limpide et convaincante. Et ça, c'est très important. Alors après, l'ambition et les projets attendus, transformer les PME par l'innovation. Donc là encore, il faut que ce que vous allez proposer dans le PIA Innovation, ce soit une véritable inflexion dans la roadmap produit ou service de l'entreprise, pas de l'incrémental. Donc innover au sens large, pas uniquement techniquement, parce qu'encore une fois, si vous héritez par exemple d'une techno d'un laboratoire, il va falloir vous réorganiser en interne, acquérir les compétences, changer vos processus internes pour accueillir cette nouvelle technologie ou cette nouvelle façon de travailler. Et donc, le PIA régionalisé innovation est là pour vous permettre de financer ça, à aider à 50%. Alors évidemment, la région parle aussi de prise de risque, puisqu'effectivement, si vous demandez l'aide de l'État, c'est parce que en fait vous voulez prendre un petit peu moins de risques, vous faire prendre un peu moins de risques à votre société et vous demander à l'État de vous aider à prendre ce risque. Et puis, par contre, l'innovation, c'est effectivement pas question d'essayer de se faire payer des investissements de remplacement dans ce genre de projet. Voilà. Et l'intégration concrète dans l'entreprise de l'innovation, j'en ai déjà beaucoup parlé. Suivant. Hop. Alors, voilà. Donc, l'assiette, l'aide, en fait, c'est de 100 000 à 500 000, ce qui veut dire que l'assiette totale du projet doit être comprise entre 200 000 et 1 million d'euros. Et le financement ne peut pas dépasser que 50% des dépenses éligibles. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la partie faisabilité, donc plutôt amont, est subventionnée, mais par contre doit tenir dans 12 mois, ce qui est quand même une vraie contrainte. Et la partie plus développement produit, elle peut s'étendre au-delà de ces 12 mois jusqu'à 24 mois, voire 36 mois sur dérogation. Et vous avez possibilité de mixer une partie du projet en faisabilité, une partie en développement, mais effectivement, vous aurez une partie en subvention, une partie en avance remboursable, et vous ne dépasserez pas de toute façon l'assiette totale de 1 million et l'aide de 500 000 euros dans tous les cas. Voilà, les dépenses éligibles, donc c'est relativement classique, c'est habituel, c'est les personnes mois, c'est certains achats dédiés au projet, en général assez limités, et puis l'amortissement sur la durée du projet, proportionnellement à l'utilisation des équipements pour le programme. Donc, c'est le classique amortissement, et ce qui n'est pas éligible, c'est des investissements. Voilà, slide suivant. Alors, les critères de sélection, on en a déjà parlé. Le caractère innovant, mais surtout le plan commercial et économique, l'effet levier sur l'emploi pour l'entreprise, sur le chiffre d'affaires, sur les nouveaux marchés que vous allez pouvoir conquérir en intégrant cette nouvelle technologie.
Voilà. L'impact environnemental, comme maintenant tous nos appels à projets, devient beaucoup plus important. Donc, traitez cette partie-là avec beaucoup de soin. Alors, n'allez pas inventer des choses qui n'existent pas. Hein. Si vous n'êtes pas capable de sauver une espèce d'écureuil, voilà, faudra pas dire que vous sauverez l'écureuil avec votre projet. Mais en tout cas, il faut traiter cette rubrique avec sérieux. Donc là, j'ai essayé un petit peu de résumer le processus après le dépôt. Donc, le dépôt aura lieu donc le 31 mars, 17 heures, date limite. Ensuite, la région essaye de faire une instruction rapide sur cet appel à projet. Donc, en 3 mois, vous devriez avoir une décision. Qui décide? Ah ben, vous êtes quand même dans le cadre d'un PIA, donc plan d'investissement d'avenir, qui est décliné au niveau national et régional. Donc, c'est à la fois l'État et la région qui interviennent dans le comité décisionnel, mais c'est la région effectivement qui, pour cet appel, a le dernier mot. BPI intervient, lui, évidemment, pour conseiller la région et l'État au niveau de la santé des entreprises. Ils ont un rôle consultatif, mais par contre, ils ne prennent pas la décision. Et par contre, vous déposerez vos projets sur une plateforme BPI, puisque BPI est l'opérateur, et c'est lui qui négociera ensuite, si vous avez le financement, la mise en place financière, les avances et les remboursements éventuellement d'avances remboursables. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah voilà, très important, oui. La région m'a fait l'amitié de me faire un petit bilan des principales causes de rejet, donc sur le PIA Innovation, projet individuel pour les PME. Donc vous avez une liste là à peu près complète. Donc l'aide non incitative, bon, je crois que c'est quelque chose qu'on discute assez régulièrement avec nos adhérents. Effectivement, il faut que la région n'ait pas l'impression que de toute façon, vous n'avez pas besoin de la région pour mener à bien la R&D prévue et que vous le ferez de toute façon. Bon, ça c'est la partie incitativité. Le manque de plus-value d'innovation, c'est rare quand vous passez par Minalogic que vous ayez des problèmes de ce côté-là. Un manque de moyens internes ou financiers pour conduire le projet, un manque de fonds propres. Donc ça peut arriver et BPI scrute cette affaire-là en détail. Insuffisance du dossier technique. Là, c'est pareil, quand les directeurs de Minalogic et je dirais nos experts sont passés par là, en général, c'est rare que le dossier soit insuffisant au niveau technique. Par contre, sur la partie commerciale, vous pourriez avoir des petites faiblesses. Des gens qui demandent de l'investissement alors que c'est pas la cible, oui, ça doit pouvoir arriver. Et puis un modèle économique trop basé sur l'aide publique également, ça c'est un écueil que vous êtes susceptible de rencontrer. Donc attention à tout ça. Donc vous aurez les copies de ces slides et vous pourrez relire ça tranquillement. Je crois qu'on a. On a 2 questions. La première, c'est il y a des dérogations pour les ETI. C'est quoi les dérogations? Alors voilà. En fait, c'est que l'ETI n'est pas vraiment la cible, donc il y aura très peu d'ETI qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Alors pourquoi? Moi, la raison que j'y vois, c'est que si vous êtes une ETI, il va falloir être très convaincant pour prouver qu'une aide de moins d'1 million d'euros peut transformer en profondeur une ETI qui fait 50 ou 100 millions de chiffre d'affaires, donc 50 millions au minimum, et qui va avoir par exemple 1000 personnes. Autant une PME de 10 personnes, vous puissiez comprendre que une aide de, par exemple, 800 000 euros va changer la vie et la structure d'une entreprise. Autant pour une ETI, il va vraiment falloir argumenter. Et donc, la dérogation, ça va être ça. C'est qu'il va falloir aller vraiment argumenter au cas par cas et prouver que par une aide de cette nature-là, à cette échelle-là, vous allez modifier en profondeur une ETI. Je souhaite savoir les domaines technologiques concernés, notamment pour la Haute-Savoie et pour la région en général. Alors ça, c'est un petit peu toujours les mêmes, c'est les domaines d'excellence de la région. Alors je les ai pas tous en tête, mais vous les connaissez, c'est les technologies du numérique, c'est la santé. Bon, vous verrez à la suite de cette présentation, je ne sais pas si tu peux nous les rappeler, Christine. C'est les fameux DOMEX, voilà, industrie du futur, énergie, numérique, santé, agriculture, bâtiment, mobilité, sport. Donc c'est très large et c'est pas thématisé. Donc c'est aussi l'intérêt de ce genre d'appel, c'est qu'ils ne sont pas voilà, trop restrictifs. Donc c'est un peu tous nos adhérents peuvent candidater. Où trouver les modèles de dossiers à remplir? Ah, alors ça aussi c'est la bouteille à l'encre cette affaire-là parce que et j'ai signalé cette difficulté, c'est que le seul moyen d'avoir accès aux documents à remplir, c'est de candidater sur le site BPI en direct.
Donc, tu peux pas récupérer les documents pour les travailler. Il faut que tu ailles directement poser ta candidature. Ouais. Il faut commencer à s'inscrire pour récupérer les templates. Et même moi, j'ai pas pu les récupérer aujourd'hui. Alors, j'en ai de la précédente édition, mais il faut des changements. Voilà, il peut y avoir des petits changements. On m'a dit qu'il n'y en avait pas, mais voilà. Donc, si vous me les demandez, je vous enverrai ce que j'ai, mais c'est un petit peu sans garantie parce que pour récupérer les dernières éditions, il faut s'inscrire sur le site BPI. Voilà. D'accord, ok. Pour l'instant, j'ai plus de questions sur le sujet. Ça n'empêche pas, on y reviendra si vous avez des questions. Ah, si, voilà. Est-ce qu'une innovation d'usage, en transformant un processus de production, par exemple, augmentation de la productivité, IA, etc., entre dans le scope? Ben moi, je pense que oui, puisque l'usage si vraiment ça transforme la vocation de l'usine ou sa façon de faire les choses. Exactement. Si c'est suffisamment significatif et que ça change vos façons de travailler ou votre produit de manière significative, je pense que c'est tout à fait l'esprit de l'appel. Quel est le processus d'accompagnement par le pôle, conféré 19 et 23 mars? Alors voilà, l'idée c'est un petit peu toujours le même, c'est que vous nous envoyez un premier jet, si possible 3 semaines avant la clôture de l'appel, donc disons début mars, dans ce cas-là, au plus tard, hein, plus tôt vous nous mettez dans la boucle, mieux c'est. Et nous, on a organisé, je crois, on a déjà fixé des dates pour pouvoir auditionner, revoir avec vous le projet et vous faire des propositions d'amélioration. Donc l'accompagnement de Minalogic, il est toujours basé sur le même principe. On vous aide à améliorer la copie en utilisant nos directeurs techniques et les experts du pôle. On vous fait des propositions d'amélioration à la fois sur la partie technique, la partie commerciale et la qualité du plan de développement proposé. Et à partir de là, donc vous prenez en compte ou vous réfutez intelligemment, comme j'aime à dire, parce qu'on n'a pas forcément raison. Hein. Vous pouvez nous dire, non, j'accepte pas telle et telle proposition pour telle et telle raison. Donc on discute. Et une fois que on est bien d'accord, vous mettez à jour votre document. Et là, en général, on décerne ce qu'on appelle le label Minalogic. Mais le label Minalogic, c'est pas la garantie tout risque d'avoir le financement. C'est juste quelque chose qui dit qu'effectivement, qui sanctionne ce processus d'accompagnement et qui dit voilà, ce projet a été monté dans les règles de l'art et on considère qu'il répond au cahier des charges de l'appel. Donc Minalogic s'engage à ce niveau-là et on espère que ça augmente vos chances de financement. Quelle est la part de sous-traitance de travaux acceptable? Alors je ne sais pas si c'est spécifié parce que vous avez raison, la sous-traitance peut être très utile. Par exemple, vous parliez d'IA ou quelqu'un parlait d'IA. Donc, imaginez que justement, vous ayez encore besoin d'un consultant pendant le projet PIA parce que, OK, vous allez internaliser la compétence IA, donc recruter, faire travailler votre propre personne, mais c'est un peu nouveau pour vous et vous avez toujours besoin d'un consultant en IA pour vous aider. Ça me paraît tout à fait intelligent dans ce cas-là de maintenir un peu de sous-traitance. Alors, je crois qu'il ne faut pas dépasser 20-30%, 30% jamais dépassé en tout cas, en sous-traitance pour toutes ces tâches où vous avez encore besoin d'un petit support par un consultant ou par un laboratoire qui vous accompagne. En attendant le transfert de savoir-faire dans le site, puisqu'on a vu que c'était une des conditions du projet. Laurent est arrivé, mais on va finir les deux PIA qui sont quand même assez proches et on parlera du R&D ensuite. Très bien. Hein. On attaque le suivant. Si vous avez des questions, on refera une séance de questions-réponses, il n'y a pas de souci. Dispositif suivant. Voilà, donc on passe au PIA accompagnement et transformation des filières. Donc avant, on était sur un projet individuel et maintenant, on va passer à un projet collaboratif ou collectif également de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et assez complexe, donc ça vaut le coup qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. Donc la date limite de dépôt est la même que pour l'appel précédent. C'est pour ça qu'on a souhaité regrouper tous ces webinaires. Au 31 mars 2021, 17 heures. Donc le projet, vous voyez là, est plus ambitieux. L'assiette est entre 1 et 4 millions, mais par contre, on parle bien d'un projet collaboratif. Et vous voyez que tout type d'organisation est susceptible de participer à ce genre d'appel. Donc vous voyez PME, ETI, grands groupes, laboratoires, et j'aurais même pu rajouter associations, syndicats, pôles de compétitivité, clusters, et je vous expliquerai
le pourquoi de cette spécificité de cet appel qui est vraiment extraordinaire au sens propre du terme, dans le sens qu'il n'est pas du tout classique. Voilà. Donc, là encore, ce projet, il a une spécificité, c'est autant tout à l'heure on finançait de la R&D, cet appel filière, il a surtout vocation à financer des investissements. Alors ça, c'est suffisamment rare pour qu'on en parle aujourd'hui avec, en le mettant vraiment en exergue. C'est un des rares appels sur lequel vous allez être capable de financer des équipements et des outils logiciels et disons de l'investissement, alors que sur tous les autres types de projets, c'est simplement de l'amortissement d'équipement. Voilà. Donc, on rentrera dans les détails. C'est un projet, encore une fois, avec un mix subvention, avance remboursable, mais vous voyez que le mix est pas trop mal, c'est-à-dire que c'est 75% en subvention, 25% en avance récupérable. Et par contre, le taux moyen de financement, comme pour tous ces projets de type PIA, il a un maximum à 50%. Alors là où les choses se compliquent, c'est que c'est un projet collaboratif, mais il n'y a que le porteur qui reçoit l'aide et à lui de la répercuter à ses partenaires qui, eux, sont financés comme des sous-traitants à 100%. Alors, c'est ce qui fait que le dispositif est très peu utilisé, c'est que c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Et je prendrai un exemple pour vous expliquer dans quelle configuration on peut, à mon avis, tenter ce genre d'appel à projet. Voilà. Alors, l'autre spécificité, vous voyez, c'est que 50% de l'assiette du projet, donc 50% des dépenses minimum, sont dédiées à des dépenses d'investissement, donc des achats de machines, par exemple. Donc, c'est quand même pratiquement unique. Et par contre, donc vous voyez, vous aurez une aide de l'État pour mettre en place une plateforme avec des nouveaux équipements, des nouveaux investissements, mais il va falloir aussi prouver à la région et à l'État que vous aurez un modèle économique équilibré à 3 ans après la fin du projet. Donc ça aussi, c'est une contrainte. On peut passer peut-être. Voilà. Alors, voilà, donc ce que je souhaitais vous dire, c'est que beaucoup d'appels sont centrés sur le quoi, c'est-à-dire quel nouveau service, quels nouveaux produits je vais développer. Là, c'est plutôt le comment, c'est-à-dire quelles installations je vais installer pour pouvoir faire rebondir ou régénérer une filière. Alors là, je vais peut-être tout de suite vous proposer un exemple. Alors malheureusement, je ne peux pas prendre un exemple vécu pour des raisons de confidentialité, mais puisque je suis de l'électronique, imaginons que vous êtes une entreprise qui fait du montage de composants électroniques sur carte, ce qu'on appelle la fabrication de cartes électroniques. Donc on a quelques adhérents aminalogiques qui font ça. Donc ils viennent positionner des composants sur les deux côtés d'une carte électronique et livrer ces cartes à des clients. Imaginez que vous vous disiez, en début d'année, jusqu'à présent, je mettais des composants électroniques de chaque côté de la carte, et cette année, je vais faire un truc différent. Je vais mettre les composants à l'intérieur de la carte électronique, c'est-à-dire je vais les enterrer dans la carte. Alors, c'est une idée un peu bizarre, mais je vous rassure tout de suite, ça existe. Je vais gagner en place parce que je vais déjà occuper les deux faces de ma carte, mais je vais même maintenant développer une technologie pour mettre mes composants dans la carte. C'est malin, ça va être beaucoup plus compact que ce que font les autres. Dans certains cas, je vais même pouvoir améliorer les performances électriques de la carte. Voilà. Donc, alors moi, qu'est-ce que j'avais? J'avais mon entreprise qui savait poser des composants, les souder, les inspecter, les mettre en sachet, les expédier. Et maintenant, je vais dire, à partir de l'année prochaine ou dans les années qui viennent, je veux être capable de mettre les composants à l'intérieur du PCB, donc de la carte électronique. Là, c'est sûr qu'une fois que vous avez dit ça, là, il y a une belle idée qui est sortie, vous allez voir que les modalités pour faire ça vont être assez compliquées. Parce qu'il va falloir être capable de récupérer des cartes avec des cavités pour venir mettre des composants dedans. Vous allez commencer à vous demander s'il faut mettre les semi-conducteurs ou des composants boîtiers. Vous allez avoir des problèmes de simulation pour être sûr que quand vous allez mettre les composants, vous n'allez pas les massacrer au niveau mécanique, que ça pourra encore dissiper la thermique. Donc, à partir de cette idée un petit peu originale, vous allez voir qu'il va falloir complètement faire évoluer votre outil à la fois de R&D et de fabrication. Alors, c'est là où l'outil filière est, à mon avis, super intéressant. Parce que vous, en tant que fabricant de cartes, vous êtes totalement motivé, vous voulez y aller. Vous voulez être capable, à partir, disons, dans les 2 ans qui viennent, d'être capable de mettre les composants à l'intérieur de la carte et non plus à leur surface. Voilà.
sauf que vous n'avez ni les mètres carrés pour mettre les nouveaux équipements, il va falloir des nouveaux équipements, il va falloir insérer des nouveaux procédés, et donc vous allez avoir besoin de gens qui vont être avec vous pour fournir les nouveaux équipements, être capable d'allouer des mètres carrés pour tout ça, et puis de travailler avec des gens qui vont travailler sur les nouveaux procédés, les nouvelles technologies pour être capable de percer des trous dans des cartes ou pour être capable d'interconnecter des composants qui seront placés dans des cavités dans des cartes. Enfin voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'en fait c'est vous qui gérez toujours votre business, mais vous allez vous entourer des compétences et des fournisseurs dont vous aurez besoin pour réaliser cet objectif, qui est là en l'occurrence de mettre les composants à l'intérieur des cartes et non plus à la surface. Et en faisant ça, vous allez avoir des partenaires qui vont devenir comme des sous-traitants, et en fait vous allez mettre en place cette plateforme dans laquelle vous allez démontrer une nouvelle technologie pour enterrer les composants dans les cartes. Voilà. Donc on peut peut-être passer au slide suivant, sinon ça va être un petit peu long. Alors voilà. Dans ce projet, j'ai essayé de le synthétiser sous forme de tableau parce qu'il est un petit peu compliqué. Vous pouvez simplement vous doter de nouveaux outils industriels. Ça, c'est TRL 8.9, c'est ce qu'ils appellent la mise en place d'unités industrielles. Dans ce cas-là, vous n'avez pas de R&D associé. Mais dans le cas dont je vous ai parlé, vous allez non seulement investir sur des nouveaux équipements pour mettre les composants à l'intérieur des cartes, mais vous allez aussi devoir développer des nouveaux procédés pour interconnecter les composants, pour même peut-être faire un peu de simulation. Donc, vous aurez besoin de gens qui font de la simulation logicielle, etc. Donc là, vous aurez un projet de R&D associé à votre nouvelle usine. Mais vous aurez aussi besoin de mètres carrés pour installer vos nouveaux équipements qui vont être capables de mettre les composants à l'intérieur des cartes. Donc, ce dispositif va aussi vous permettre de payer les mètres carrés supplémentaires, etc. Voilà. C'est ça l'esprit de l'appel filière. On peut passer. Non, du coup, j'ai une question, Oui. ce serait bien de la poser maintenant. C'est est-ce que ça peut prendre en compte les coûts de certification? Alors, les coûts de certification. Alors, je pense que oui, mais il faudrait peut-être préciser ce que vous entendez par de coûts de certification. Sur le nouveau procédé ou sur des choses comme ça? Oui, moi, je pense que oui. Par contre, ça va passer dans la partie d'avance remboursable, puisque ça va être plutôt relativement aval. Gardez toujours à l'esprit que les transformations profondes et disruptives et relativement amont que vous ferez seront subventionnées avec les 75%. Et le 25% qui va rester, ça va être plutôt pour ça, pour la fin de qualification, une certification. Voilà, exemple de certification pour le nucléaire. Nouveau produit, donc nouvelle filière. Enfin, voilà, oui. je pense que oui. Si c'est associé à tout le reste de la machinerie, en fait. Voilà. Il faut que ce soit cohérent avec votre projet industriel, mais je pense que oui, mais je le ferai vérifier si vous voulez. On peut passer au slide suivant. Oui. Alors voilà, donc, bon, ça c'est un petit peu technique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pôle d'innovation? Parce que ce financement très particulier qui vous permet de financer de l'investissement, il finance ce qu'on appelle un pôle d'innovation. Alors, si vous regardez au niveau du jargon national et européen ce que c'est qu'un pôle d'innovation, c'est presque la définition du pôle minologique. C'est une structure qui est là pour diffuser des connaissances, qui contient des petites et grandes entreprises, des organismes de recherche, pour stimuler l'innovation, faire de la promotion, échanger des connaissances, diffuser l'information. Voilà, c'est presque une définition parfaite de minologique. Alors, un pôle de compétitivité est un pôle de l'innovation au sens de l'Europe et de cet appel. Par contre, vous pouvez aussi avoir un pôle d'innovation qui n'est pas un pôle de compétitivité, c'est-à-dire un ensemble d'entreprises qui vont se mettre ensemble pour faire cette action, comme par exemple de démontrer qu'on peut mettre des composants à l'intérieur de cartes électroniques, que c'est il y a un vrai marché pour ça, qu'il y aura des clients. Donc, il faudra aussi que vous ayez des soutiens de clients pour montrer que cette idée, qui peut paraître un peu farfelue, elle a beaucoup de sens au niveau de la compacité, au niveau des performances des cartes électroniques. Et donc, vous vous organisez à créer ce pôle d'innovation et c'est ce pôle qui va bénéficier de l'aide spécifique qui va vous permettre d'investir et donc d'acheter des équipements. Voilà. Après, alors voilà, donc mettre en place ou renforcer des installations technologiques, c'est bien l'état d'esprit de cette boîte qui fait jusqu'à présent du montage de composants et qui veut à partir de maintenant être capable de mettre les composants à l'intérieur, donc enterrés dans la carte.
et soutenir des outils, oui, qui permettent aux entreprises, grâce à l'association d'organismes de recherche qui vont travailler sur les technos, qui vont travailler sur les simulations, qui vont vous permettre de réaliser ce rêve qui est de, par exemple, mettre des composants à l'intérieur de cartes. Et renforcer la compétitivité des filières, oui, imaginez qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, personne ne sache mettre les composants électroniques à l'intérieur des cartes. D'ailleurs, je me pose moi-même la question, est-ce que ça existe en Auvergne-Rhône-Alpes? J'en sais rien. Eh bien, vous pouvez probablement démontrer à la région que ça a du sens pour la filière électronique de mettre ça en place. Okay. Alors, les critères d'éligibilité, il y en a beaucoup qui sont communs à tous les appels. Donc, alors oui, quand même, le porteur, vous voyez, ça peut être un peu PME, ETI, grand groupe. C'est ça l'intérêt. S'il y a de nos amis grands groupes qui sont au bout du fil, qui assistent à ce webinaire, c'est un projet dans lequel un grand groupe peut avoir besoin justement de mettre en place autour de lui une filière pour réaliser, pour mettre en œuvre une nouvelle technologie comme celle dont je viens de parler, parce qu'il est important que le porteur ait les fonds propres suffisants pour porter un projet de plusieurs millions d'euros. Et parfois, les PME, elles aimeraient bien, mais elles n'ont pas les fonds propres suffisants. Un grand groupe peut le faire. Le porteur unique bénéficiaire des aides, voilà, c'est ce que je viens de dire. Les partenaires doivent tous être en région, donc ça c'est clair. L'activité doit s'inscrire encore une fois dans l'un des 8 DOMEX de la région. La composante structuration de filière, dans l'exemple que j'ai pris, vous l'avez senti. Après, j'aurais pu prendre, si j'avais été un homme du logiciel, j'aurais peut-être pris un exemple en IA, par exemple. Mais voilà, peu importe, ça s'adapte à tous les types de technologies. Caractère innovant, bien sûr. Un modèle économique viable, c'est-à-dire que si vous mettez les composantes dans des cartes, que vous investissez dans des équipements, il faudra prouver à la région et à BPI que 3 ans après le projet, il y a un vrai business, que vous commencerez à gagner des sous avec cette affaire. Mais ça, c'est votre métier de gagner des sous et c'est normal. Le budget entre 1 et 4 millions, on en a parlé, et l'autofinancement minimum de 50% sur la durée du projet. Bon, évidemment, si vous êtes aidé à 50%, il faudra que vous autofinanciez au moins 50%. Et vous voyez qu'il ne faut pas plus de 30% de l'apport en personne mois ou personne an, ce qui prouve bien que l'appel, il demande aussi de l'investissement, c'est-à-dire des achats d'équipements. On passe. Voilà. Alors, les critères de sélection, là aussi, ceux qui sont, j'allais dire, qui sont pas mis en exergue, c'est un petit peu du classique. Vous les voyez sur tous les appels à projets. Par contre, j'ai mis en noir ceux qui me paraissent les plus spécifiques à cet appel pour que vous compreniez bien l'état d'esprit de l'appel. Diffusion des technologies et des savoir-faire. C'est-à-dire que cette plateforme que vous allez mettre en place avec vos partenaires, ça devient une espèce de vitrine technologique dans laquelle vous allez faire venir vos clients pour montrer l'intérêt par exemple, de mettre des composants à l'intérieur des PCB et en quoi ça va permettre à vos clients effectivement d'améliorer la performance de leurs produits. Donc, il y a un caractère presque pédagogique ou du moins de formation au sein de la filière électronique dans l'exemple que j'ai pris, par exemple. Alors voilà, un projet qui doit être pilote dans le domaine dans lequel il s'inscrit. C'est toujours le même état d'esprit. Un projet qui doit encourager la consolidation de la chaîne de sous-traitance, évidemment, et structurant pour une filière. Donc, dans l'exemple que j'ai pris, pareil, c'est la filière électronique. Et c'est pour ça qu'il n'est pas stupide d'avoir même un pôle de compétitivité parmi vos partenaires, ou pourquoi pas même qui piloterait une initiative de ce type. Alors, les dépenses éligibles, alors là, je regarde, oui, alors la raison pour laquelle c'est un petit peu compliqué, c'est encore une fois, on superpose en fait 2 types d'aides différents. L'aide au pôle d'innovation qui sont l'aide à l'investissement, donc c'est la partie gauche, moyens mutualisés. Donc c'est là où je vous dis que de manière absolument presque unique à cet appel à projet, vous pourrez mettre dans l'assiette du projet des investissements matériels à leur coût à l'achat, et non pas des amortissements comme d'habitude. L'aménagement de locaux et de bâtiments pour installer vos machines, les connecter, utiliser des nouveaux gaz s'il y a besoin, enfin voilà, un petit peu tout ça. Des dépenses internes pour animer mettre en route cette plateforme. Des prestations externes pour vous aider, donc juridiques. C'est là que la certification, à mon avis, peut intervenir dans les prestations externes éventuellement. Et puis,
En général, comme cette plateforme doit avoir un rôle un petit peu de vitrine vis-à-vis de la région et vis-à-vis de votre écosystème, donc vous pouvez aussi mettre des dépenses d'animation, de dissémination. Il faut qu'on accélère. Oui. Voilà. Alors après, à droite, là, je ne vais pas trop insister parce que c'est si en plus de l'installation de ces moyens, vous avez besoin de faire de la R&D parce qu'il y a vraiment des choses nouvelles pour vous. Donc là, vous pourrez utiliser des labos partenaires, par exemple, ou d'autres industriels. Donc là, c'est du classique. Vous aurez vos auments, vos coûts d'amortissement matériel, comme d'habitude, j'allais dire. On passe au slide suivant. Voilà. Donc la nature des aides, je crois que j'en ai déjà parlé. 50% de l'ensemble des dépenses éligibles, c'est ce que vous pouvez attendre. 50% doit être de l'investissement. 75% de l'aide en subvention, 25% en avance remboursable. Alors là, dans la méthodologie de montage, plus que jamais, comme on a très peu d'historique sur ce type de montage, si vous pensez y aller, passez par nous ou par un autre pôle, mais de préférence minologique quand même, parce que là, je pense qu'il faut se faire accompagner parce que on a très peu d'historique, très peu de projets ont été déposés. C'est un appel un petit peu complexe. Donc là, passez par nous pour augmenter vos chances. Et s'il le faut, on organisera bien en amont du dépôt une réunion avec nos collègues de la DESRI, dont Laurent Van Malnoy, que vous allez bientôt rencontrer si vous ne le connaissez pas déjà, voire BPI, pour s'assurer que vous êtes sur les bons rails avant que vous passiez le temps et l'énergie à monter ce projet-là. Alors, oui, ce qui est par contre pratiquement toujours le cas, c'est comme vous allez faire une vitrine, il va falloir que vos clients vous envoient des lettres de soutien pour dire oui, moi, enterrer des composants électroniques dans des cartes, j'en ai toujours rêvé. Et si on arrive à faire ça dans mes systèmes, je vais vraiment pouvoir augmenter ma compétitivité en termes de clients. Donc, j'ai besoin de cette plateforme et je soutiens le développement de la plateforme. Ouais. Alors, le calendrier, on en a parlé. Les modalités d'instruction, c'est compter 4 à 5 mois. C'est quand même un dispositif un petit peu moins mature et un petit peu plus complexe que le précédent. Et voilà, vous aurez les liens pour aller chercher, toujours pareil, les templates. Et alors voilà, donc rien de plus à dire sur ce camembert qui donne le processus de décision et de financement. Par contre, il y a quand même un point qui est un peu plus complexe que d'habitude, c'est comme vous avez ce double financement, investissement et R&D classique, BPI va vous demander de faire 2 annexes financières. Donc, c'est plus compliqué. Il y a une annexe financière pour la partie installation et une annexe financière pour la partie R&D si vous avez besoin d'un volet R&D. Donc, ça fait un peu de double travail. Donc, encore une fois, vous voyez que c'est un dispositif qui demande un peu plus de soins et un petit peu plus complexe à monter. Et je crois que j'en ai fini. Non. Ouais, dire qui... Alors ça, c'est générique, suivant les sujets. Donc, si c'est de l'électronique, vous avez bien compris, c'est moi-même, Hervé Ribaud, qui est votre interlocuteur naturel. Si c'est la photonique, vous connaissez Corinne Pasquier. Si c'est logiciel, donc on a un petit nouveau, Vincent Biancal, qui vous accueillera. Philippe Vizorek, que vous connaissez déjà bien sur la partie logicielle et surtout IA. Et David Galrenier, si vous pensez plutôt innovation, dans vos usages et au niveau des contenus du numérique. Voilà. Alors, des questions. L'investissement de matériel de R&D peut-il être financé au coût d'achat ou est-ce qu'il passe en amortissement? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est qu'en fait… Même le matériel de R&D Voilà. À partir du moment où de toute façon, c'est une plateforme un petit peu pilote et vitrine au démarrage, vous pourrez mettre les coûts d'achat pour mettre en place les moyens de R&D, ils sont intégrés comme des coûts de production, des choses comme ça. D'accord. Okay. Y a-t-il un nombre minimum de partenaires? Non. Donc, il y en a 2. Ah, ça, c'est une bonne question. Il n'y a pas un nombre minimum, mais comme il faut être capable d'avoir une dimension de filière, j'imagine. C'est risqué. À 2, ça paraît risqué. Ouais, ça va être ça va pas être dans l'esprit. Donc, faut pas jouer au plus malin, à mon avis, sur une affaire comme ça. Il va falloir vraiment que vous intégriez plusieurs représentants de votre filière pour avoir des chances. Est-ce que ça marche s'il y a que des dépenses d'investissement? Oui. C'est ce qu'ils appellent les TRL les plus élevés, 8, 9. Donc, ça peut effectivement, vous pouvez, et c'est important, c'est vrai que c'est une très bonne question, vous pouvez candidater sans R&D, mais simplement mise en place de nouveaux moyens. D'accord. Donc, il y a quelqu'un qui demande des transparents. Oui, on vous les enverra et on vous enverra le replay de la session si vous avez besoin. Pouvez-vous clarifier financement du porteur à 50% et financement du partenaire à 100%? Bah oui.
C'est un point important, c'est qu'en fait, donc le porteur, j'ai essayé de vous faire sentir si c'était une entreprise d'électronique qui veut élargir son activité. En fait, c'est un peu risqué, donc elle va demander l'aide de la région en présentant un appel filière, mais en gros, c'est elle qui va prendre le risque. En fait, il y en a un qui prend le risque et qui, du coup, a une partie d'aide et une partie de subvention, une partie d'avance remboursable. Ouais. Et par contre, tous les partenaires qu'il a avec lui, eux, ne prennent pas de risque, ils sont pris en considération à 100%. Ils sont sous-traitants. Donc, imaginez qu'un équipementier, par exemple, il va être tout content parce que par ce projet-là, il va pouvoir mettre un équipement chez la personne qui fabrique ses cartes. Là, il va mettre un nouvel équipement et cet équipement peut être payé à 100% dans le cadre de l'appel, mais il va être payé par le porteur à 100%. Et lui, le porteur, il va diviser sa note entre guillemets par 2 puisque lui, il va être aidé à 50% par la région. C'est le porteur qui prend le risque. Voilà. Quel sera notre point de contact pour le projet filière sur l'hydrogène et sur le spatial? Alors, le spatial, c'est David Galrinier. Voilà. L'hydrogène? Alors, l'hydrogène, il faut qu'on rentre un petit peu dans les détails de ce que c'est. Oui, ça peut être moi, c'est à voir. Ok. On va passer la parole à Laurent. Et puis, s'il y a encore des questions, on les prendra de toute façon à la fin. Voilà. Laurent, il faudrait allumer votre caméra et votre micro. Donc, Laurent nous a fait l'amitié d'être avec nous pour présenter le R&D Booster. Alors, la raison pour laquelle je suis vraiment content que Laurent soit là, c'est que le cahier des charges a été modifié de manière assez significative et donc je trouvais que c'était bien que finalement il y ait un expert du dispositif, donc Laurent Malnoë en l'occurrence, qui est chargé de mission à la direction d'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, qui nous fait donc l'amitié de nous présenter en détail le dispositif R&D Booster. À toi Laurent. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien, c'est bon? Pas de souci, c'est très bien. Très bien. C'est bon. Bon. Donc oui, voilà, il y a comme le disait, j'ai la main, hein, c'est ça Nathalie. Oui, oui. Je peux défiler le. Alors, il faut que je déplace le. Voilà. En bas, il y a des petites flèches, sinon. Voilà, donc en effet, donc je vais vous présenter très succinctement l'appel à projet R&D Booster. Donc c'est l'édition 2021. Ça fait déjà depuis 5 années que ça existe. Il y a eu pas mal d'évolutions. Donc là, en effet, il y a eu, comme l'a signalé Hervé, quelques ajustements qui ont été validés par les élus régionaux en décembre dernier et qui encadrent cette nouvelle édition. Donc on est toujours dans l'objectif donc de financer des projets collaboratifs de R&D. Avec un objectif donc d'aboutir soit à des installations, enfin des produits, des services ou des procédés innovants qui s'appuient sur des prototypes, donc des travaux de prototypage notamment, des preuves de concept. Donc, on reste sur le cadre que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous déjà, donc au moins 2 entreprises régionales. On peut financer des entreprises régionales de moins de 2000 salariés. Ça, c'est une condition importante. Une entreprise de plus de 2000 salariés peut participer au consortium, mais ne bénéficiera pas d'aide publique. Et puis, un organisme de recherche et de diffusion des connaissances également implanté sur la région. Donc, c'est d'abord un appel à projet ciblé entreprise. On est donc, à la différence d'appel à projet comme l'ex-FUI devenu PSPC Région, on est sur des TRL un peu plus élevés, on est sur un objectif de mise sur marché à court ou moyen terme. Hein. Donc, c'est pour ça que la durée de réalisation est limitée à 24 mois. Et puis derrière, donc, il y a un délai de 12 à 24 mois d'objectifs de mise sur le marché. On s'inscrit dans le cadre donc des 8 DOMEX de la région. Et puis, donc, on est sur un budget total de dépenses, enfin un ensemble de dépenses compris entre 300 000 et 1 million d'euros. Donc ça, c'est assez strictement appliqué. En deçà ou au-delà, on considère que ça peut relever d'autres dispositifs existants. Alors, les dépenses éligibles, alors vous le verrez dans l'appel à projet, dans le dossier à remplir. Donc, il y a un dossier des annexes financières. Sur l'expression du budget, vous verrez qu'en marge, on a mis tout un tas de commentaires qui vous guideront pour mieux comprendre quelles sont les dépenses éligibles.
ou non éligibles. Donc on est sur des frais donc on est sur des activités de R&D, donc derrière ça induit donc du temps homme, donc des frais de personnel principalement, avec la possibilité de financer des équipements, de la sous-traitance, des consommables. Et puis on a donc une enveloppe de frais généraux qui est calculée sur la base des frais de personnel éligibles, donc 20%. Donc ça, c'est une règle qui n'a pas bougé. Donc voilà tout ce qui demeure par rapport aux années précédentes. Alors ensuite, voilà les nouveautés, on commence à l'aborder. Alors d'abord sur l'éligibilité, on a rendu obligatoire, c'était recommandé jusqu'alors, mais c'est devenu obligatoire, une labellisation par un des pôles de compétitivité ou un des clusters du territoire. Le budget, bon, donc je l'ai déjà dit, il est compris entre 300 000 et 1 million. Ça, on l'a formalisé, mais ça, c'est pas franchement une nouveauté. Ce qu'on a précisé, c'est que le budget du partenaire académique ne doit pas dépasser 20% du budget total du projet. Ça, c'est quelque chose qu'on a formalisé pour bien signifier qu'on était quand même sur des TRL matures et à proximité du marché, non pas sur une levée de verrou technologique qui relève d'autres dispositifs, d'autres démarches. Donc voilà pour l'éligibilité. Sur les critères de sélection, donc là on retrouve des critères classiques, hein. Donc il y a déjà l'excellence, en tout cas le caractère innovant du projet par rapport à l'état de l'art scientifique et technologique. Donc voilà, premier point. Deuxième point, donc, cet objectif de débouchés commerciaux, donc la crédibilité de l'approche commerciale qui est envisagée et développée dans le rapport, présenté dans le rapport et développé dans le projet. Et puis enfin, à propos du partenariat, donc la qualité du partenariat, donc l'adéquation en nombre ou en qualité, en caractéristique des partenaires par rapport aux ambitions. Et enfin, le fait que chaque partenaire a une implication significative dans le projet. On veut éviter un trop grand déséquilibre où, en fait, le projet est porté principalement par un seul acteur et les autres intervenant vraiment de façon marginale. Donc voilà, c'est ce genre de pratique qu'on ne souhaite pas, qu'on ne financera pas dans ce cadre-là. On insiste vraiment sur le côté collaboratif et partenarial. Alors, l'autre nouveauté, donc sur les organismes de recherche et de diffusion des connaissances, donc on reste, bon là c'est pas une nouveauté, on reste sur une subvention à 100% des dépenses éligibles. Donc ça c'était déjà le cas jusqu'à présent, et donc comme je le disais tout à l'heure, la part du partenaire du partenaire académique est plafonnée à 20% du coût total des dépenses éligibles. Et puis voilà, la grosse nouveauté, c'est pour le soutien aux entreprises. On distinguait auparavant un volet amont, un volet aval. Le volet amont étant financé par la subvention et le volet aval était financé par du prêt de taux zéro. Bon, ça posait des difficultés, donc on a décidé à la fois pour des raisons de gestion, de bonne gestion des fonds publics, et puis de pouvoir malgré tout accompagner des bons projets, de faire un mix. Donc on a la possibilité, selon la taille de l'entreprise, là comme vous voyez, il y a 3 catégories qui reprennent, donc petite, moyenne, grande, on reprend les définitions, les seuils définis par les règlements européens. Donc si on prend l'exemple de la petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui a moins de 50 salariés et qui fait moins de 10 millions de chiffre d'affaires annuel, donc elle peut avoir une aide totale de 60% du coût des dépenses, enfin des dépenses éligibles, 60% des dépenses éligibles, et ça se subdivise, ça se compose de 35% de subventions et de 25% de prêt taux zéro. Donc vous avez la possibilité de prendre le paquet complet, les 60%, avec 25% de prêt taux zéro, mais si le prêt taux zéro ne vous intéresse pas, vous pouvez le signaler et indiquer que vous ne serez demandeur que des 35% de subventions. Donc voilà, donc, en fait, si vous êtes une petite entreprise, votre projet, il y a trois cas de figure, soit vous n'êtes pas pris, donc c'est zéro, soit si vous êtes pris, vous avez la possibilité soit de choisir un soutien à 60%, soit de choisir un soutien à 35%. Voilà. Et donc les moyennes entreprises, donc vous voyez les taux
On a un taux total de 50% décomposé en 25% de subventions et 25% de prêt à zéro. Et donc là, c'est jusqu'au seuil de 250 salariés et de 50 millions de chiffre d'affaires annuel. Je vérifie. Et puis le dernier cas de figure, donc les grandes entreprises, alors qui sont éligibles entre 250 et 2000 salariés, éligibles à l'appel à projet, mais uniquement, vous le voyez, en prêt au zéro. Donc voilà ce qu'il faut bien intégrer. Alors, en termes de, oui, pour vous donner quelques repères temporels, donc l'appel à projet est clôturé à la fin de ce mois de mars. On aura une phase de présélection liée à l'éligibilité, à l'analyse de l'éligibilité des dossiers qui se clôturera le 30 avril. Et puis ensuite, une phase d'instruction qui se clôturera le 30 juin. Il est possible, très probable, qu'on organise des auditions des consortiums dans ce laps de temps, entre avril et juin, vraisemblablement courant mai. Et l'objectif étant de faire une proposition aux élus au mois de septembre 2021. Après là, bon, c'est une hypothèse de travail puisque, comme vous devez le savoir, les élections régionales seront organisées en juin. Donc voilà, on espère pouvoir faire une proposition aux élus en septembre, mais bon, on verra comment ils souhaitent traiter le dossier. Mais en tout cas, voilà ce qui pour l'instant se dessine. Donc le dossier de candidature, donc alors oui, document technique signé, c'est important, la signature. Les fiches partenaires, donc il y a des fiches partenaires à remplir, les annexes financières également importantes, donc vous verrez évidemment, elles ne sont pas du même format pour les organismes de recherche d'un côté et les entreprises de l'autre. Il y a plusieurs onglets à remplir pour les entreprises. Les deux dernières liasses fiscales à nous joindre, et puis évidemment, j'en parlais tout à l'heure, maintenant c'est devenu une obligation, le courrier de labellisation par un pôle ou par un cluster. Il peut y avoir une collabellisation si vous le jugez pertinent. Donc le dépôt des dossiers se fait en ligne. Donc vous avez l'adresse de la plateforme de dépôt, et puis également on a une autre hotline sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Voilà, un dernier élément de bilan. Donc vous le voyez là c'est sur la période de 2018-2020, donc trois appels à projet. On a eu 150 dossiers déposés, 69 ont été financés, dont 2 qui ont été abandonnés en cours de route, ou même avant d'avoir commencé. Et donc vous voyez, on a quand même un ciblage entreprise en priorité, avec une partie majoritaire de subventions, mais quelques prêts de taux zéro également. Donc c'est un des points qui sera amené à évoluer, puisqu'on devrait avoir plus de prêts à taux zéro à l'avenir. Et vous avez une répartition selon les 8 grands DOMEX de la région. Voilà. J'ai une question là qui est arrivée, Laurent. Quelle est la différence entre un prêt à taux zéro et une avance remboursable? Alors, l'avance remboursable, comme son nom l'indique, en cas d'échec du projet, elle est susceptible d'être remboursée, d'être transformée en subvention. C'est-à-dire qu'elle n'est pas remboursable. Vous n'avez pas à la rembourser en cas d'échec. Alors que le prêt taux zéro, c'est vraiment le prêt taux zéro, là, vous êtes dans tous les cas de figure obligé de le rembourser. Voilà la principale différence majeure. Ok. Donc, si vous avez des questions, il nous reste quelques minutes. Il y a quelqu'un qui est en train d'en écrire une. Voilà, bon, c'est un appel à projet qui est plus connu, un peu plus... Voilà, c'est relativement maniable, facile de maniement. Autre question? Si, il y en a qu'un. C'est bon. Quelles sont les enveloppes prévues pour ces 3 dispositifs en 2021? Donc, les 2 PIA dont on nous a parlé et le R&D Booster. Alors,
pour le PIA, je ne connais pas les chiffres. Pour le R&D Booster, on est... Je suis un peu... Je devrais le savoir, mais là, je n'ai pas... Bon, là, je suis pas sûr de moi, donc je ne voudrais pas dire une bêtise, mais... non, En fait, c'est pas de toute façon un budget global des 3 dispositifs, c'est un budget par dispositif, c'est ça? Par dispositif, oui, tout à fait. Je prends la question pour PIA Innovation et PIA Filière. C'est une bonne question, savoir. Oui, Ok, on va rentrer et on vous la donnera Alors, 2 entreprises, une PME plus une grosse plus un labo, ça passe, même si il n'y a que la PME et le labo en sub. Ça, c'est pareil, il faut que je le revérifie, c'est une bonne question en effet. Je ne sais pas si ça peut rendre le projet éligible. À vérifier. À revérifier, oui. A-t-on de la visibilité pour ces dispositifs en 2022? Et si on se sent pas tout à fait prêt pour le 31 mars. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'il y aura une deuxième vague en 2021 ou est-ce que quelqu'un qui n'est pas prêt pour mars, il attend la suite, quoi? Oui, non, il n'y aura pas de deuxième vague en 2021. Pour l'instant, c'est un projet qu'on a réalisé annuellement, donc ce sera le cas en 2021. Et pour 2022, tout dépendra des choix de l'exécutif. Ouais, okay. Après, là, on a eu un feu vert pour 2021, mais là, pour 2022, on ne sait pas dire. Savoir, en plus, on sera dans une bonne mandature. C'est difficile de je pense que peut-être, Laurent, ce qu'on peut donner comme réponse complémentaire. Donc, pour le R&D Booster, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'autres appels en 2021 et on espère en 2022, mais on n'est pas sûr. Après, en fin d'année 2021, Laurent, dis-moi si je me trompe, mais on espère quand même bien que le PSPC région soit relancé. C'est bien ça, oui, tout à fait. On est sur ce calendrier-là, oui, tout à fait. Et pour tout ce qui ressort du PIA, donc on ne l'a plus écrit, mais c'était bien PIA 3 régionalisé, donc innovation aux filières. Donc là, je pense que c'était le dernier appel du PIA 3 et que bientôt, il va s'ouvrir ce qu'on appelle le PIA 4. C'est et ça. là, j'ai une proposition. Voilà, j'ai une proposition de Camille Chen qui est collègue de Laurent. Dès que le PIA 4 devient clair et définitif, il viendra, j'espère, nous présenter ces nouveaux dispositifs PIA 4. Voilà. Y a-t-il un partenaire porteur qui fait le dépôt ou bien le consortium? Le financement est-il dispatché sur les partenaires ou aux porteurs du projet? Je pense que c'est pour le R&D Booster par opposition à ce qu'on a dit sur le PIA avant. Ouais. Non, là c'est beaucoup plus simple. Enfin oui, pardon. Il y a un chef de file en effet. Il y a bien un chef de file. C'est lui qui fait le dépôt pour l'ensemble du consortium. Oui, puis pour vous c'est plus simple. Il y a un chef de file qui formalise le dossier et fait le dépôt. Oui, tout à fait. Si c'est la question, il y avait une autre. Non, il y avait un autre point dans sa question. C'est-à-dire, par rapport au PIA où on a vu qu'il y avait un porteur qui prenait tous les risques, comment ça fonctionnait pour le R&D? Alors, le dépôt et la responsabilité, il y a un porteur qui est identifié, un chef de file, mais après, le financement, lui, il est ventilé sur l'ensemble des partenaires. En effet, il y aura une aide pour l'entreprise A, une aide pour l'entreprise B et une aide pour le labo. Il y a un chef de file du consortium, mais en fait, en termes de financement, c'est réparti. Voilà. Alors, David Galanier vous a mis dans le chat des renseignements complémentaires sur les enveloppes du PIA pour cette année, puisqu'il les avait, et des informations. Il y a un lien sur les informations pour la préparation du PIA 4. Très bien. Voilà. Donc, c'était pas une question, c'est si vous voulez aller plus loin sur le sujet. David nous a mis ça dans le chat. Parfait. Merci, David. Alors, bon, moi, il y a d'autres questions? Non, c'est plutôt des remerciements. Je pense que du coup, puis en plus, il est 14h01, il faudrait qu'on arrête s'il y a des gens qui ont d'autres rendez-vous. Donc, de toute façon, vous aurez le replay du webinar et vous aurez évidemment les transparents avec. Voilà. Enfin, les slides. Merci beaucoup, Laurent, encore. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à très tous. Bientôt. Et bon projet, webinaire et bon projet. Voilà. Et on est à votre disposition pour les instruire. À très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.